Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 9 de la saison 9 de The Walking Dead, un épisode intitulé Adaptation, qui veut dire apparemment adaptation, c'est assez complexe, mais je suis quasiment bilingue, et puis surtout un épisode qui marque le retour de la deuxième partie de cette saison 9. Et avant toute chose, j'ai envie de vous rappeler que si je suis ici, c'est avant tout pour porter un regard critique sur les œuvres, quelles qu'elles soient. Du coup, si vous vous attendez uniquement à ce qu'on vous dise combien la série est parfaite, il vaut sans doute mieux passer votre chemin. Ceci dit, cet épisode nous offre de beaux moments en compagnie de Negan, même si certaines choses ne vont pas et que d'autres inquiètent pour l'avenir, au moins le périple de l'ancien chef des Sauveurs reste plutôt savoureux à suivre. Quant au reste de l'épisode, il est presque entièrement consacré aux retombées de la mort de Jésus et de la capture de Lydia. J'ai été moins convaincu par ces événements, ou plutôt ces non-événements de la colline, qui servent comme souvent à introduire la suite dans une lenteur parfois un peu crispante. Pas étonnant, avec 16 épisodes à remplir, ça reste le gros défi scénaristique pour une telle série. Mais avant de développer ce point, j'ai d'abord envie de revenir sur les chuchoteurs, et je suis partagé entre deux sentiments antinomiques à leur sujet. D'un côté, l'introduction de ces faux walkers est géniale car elle permet de ressusciter le sentiment de danger qui accompagnait auparavant les morts-vivants, mais qui avait fini par largement disparaître au fur et à mesure de la facilité grandissante qu'ont les personnages à les tuer. Mais maintenant, dès qu'on voit plusieurs walkers, on se demande lequel pourrait cacher un humain capable de soudain accélérer et de sortir une arme cachée. Les chuchoteurs amènent donc une nouvelle vie aux walkers, au sens propre comme au sens figuré. Ceci dit, j'ai trouvé que cet épisode avait trop rapidement démystifié cette nouvelle menace. Tout d'abord en mettant en scène un départ extrêmement facile du cimetière, qui ressemblait pourtant initialement à un piège mortel, puis ensuite en montrant la nullité affligeante de quelques chuchoteurs, ceux du pont dont Lydia est la seule survivante. Je sais bien que Michonne et Daryl sont très bons, et c'est tant mieux, c'est normal qu'ils gagnent à ce moment-là, mais j'aurais sans doute aimé voir un peu plus de challenge pour eux. Je suppose que ça viendra avec les chuchoteurs plus sérieux. En effet, la petite promenade d'Alden et Luke se termine face à Alpha, la mère de Lydia, et j'espère bien qu'elle saura ramener la terreur supposée faire partie des fondations de la série. Au sujet d'Alden et Luke, ils ont déjà un projet de duo musical pour l'espèce de foire prévue entre les communautés. Alors pour l'instant, je ne pense pas que leur vie soit directement en danger, je pense plutôt qu'ils seront échangés contre Lydia, mais bien sûr, ça peut carrément mal tourner. Et au passage, cette portion de l'épisode m'a permis de prendre conscience que Luke était devenu rapidement un personnage plus attachant que de nombreux autres, et clairement, entre lui et Alden, pour moi, il n'y a pas photo. On essaie de typer Alden avec sa nouvelle petite barbe un peu ridicule, et une histoire sans intérêt avec Enid, mais franchement, ce personnage pourrait disparaître sans que ça me fasse ni chaud ni froid. Avant de poursuivre sur la colline, faisons-nous un peu plaisir en suivant la grande évasion de Negan. La mise en scène semble être plus inspirée par ce personnage qu'on nous présente encore comme le grand méchant loup durant la nuit, à coups d'ombre menaçante, plus grande que nature, et de mains saisissant une porte, mais c'est pour ensuite mieux nous prendre à contre-pied quand le jour pointe son nez. Et on peut se poser la question peut-être que si Negan vient visiter d'abord la maison de Michonne, c'est dans l'espoir d'y retrouver Lucille, s'il ne s'est pas fait à l'idée qu'elle a été bel et bien abandonnée au beau milieu de nulle part. Toutefois, ce passage sert surtout à nous montrer le dessin de Judith, celui qui fait passer Negan du statut de l'ogre des contes à celui du papa gâteau en tenue de randonneur du dimanche. Au passage, Negan récupère une boussole, étonnant puisqu'il connaît certainement par cœur la région et surtout le chemin jusqu'au sanctuaire, mais cette boussole est bien sûr une métaphore assez peu subtile pour ce qu'on appelle en anglais le moral compass, le sens moral. C'est d'ailleurs en regardant la boussole, ou plus précisément l'arrière gravé des initiales de Judith, que Negan admet que son devoir est de mettre fin à la non-vie de son ancien sbire et à toute ambition de faire renaître un passé désormais révolu. Ensuite, chacun jugera en son fort intérieur du réalisme des relations qui se nouent entre Judith et Negan, même si évidemment il est ridicule qu'elle soit toute seule et le seul témoin de son évasion, et encore une fois, qu'elle soit seule face à lui lorsqu'il revient sur la route. Il ne faut chercher à mon avis aucune cohérence là-dedans, l'épisode ne fait même pas semblant d'en mettre. Ceci dit, la nature de la relation reste amusante, et je n'ai pas pu m'empêcher d'apprécier leur petit jeu et l'affection évidente que Negan porte à Judith, tout comme il l'appréciait déjà Carl. C'est simple, avec son courage physique, son intelligence et ses qualités de meneur, c'est là la seule véritable qualité qu'on ait jamais vue chez Negan, son affection pour Carl et maintenant pour Judith, et évidemment le scénario joue à fond là-dessus pour préparer le terrain de l'avenir. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous faire oublier toutes les horreurs commises par Negan, entre les exécutions, la torture, le harem de femmes contraintes par la peur, ou évidemment le racket généralisé? Il faut quand même se rappeler qu'il faisait partie des pires ordures de la série.
La grande question reste donc évidemment de savoir si la prison et les 6 années de prise de recul lui ont permis de véritablement changer. De ce point de vue, son périple en solitaire semble être là pour apporter la touche finale à sa transformation et à son renoncement à celui qu'il était. Il renoue avec la tomate fraîchement cueillie, le soleil sur son visage, l'omniprésence des marcheurs et la ruine qui reste de son empire des sauveurs. Même si Negan revêt un manteau de cuir comme pour retrouver son ancienne peau, cela ne reste qu'un nouvel habit sans histoire qui ne fait qu'appuyer la mauvaise blague que devient cet ancien leader au cœur de son repère vidé et dévasté. Ensuite, que les gens d'Alexandria puissent faire confiance à celui qui hantait il n'y a pas si longtemps leur cauchemar, cela semble vraiment tiré par les cheveux, mais on se doute bien que Negan saura se rendre utile contre les chuchoteurs. Quittons à regret les pérégrinations de Tonton Negan pour revenir à la colline et à un déroulement beaucoup moins passionnant. Jésus mort, c'est vers Tara que se tourne la population locale, ce qui en dit long sur l'absence de figures charismatiques sur place. Enfin, je dis ça, c'est surtout pour la blague, mais il faut quand même reconnaître que Tara n'a rien eu d'intéressant à faire depuis l'enlèvement de Is, et ça remonte quand même à la saison 7. Alors voyons, que se passe-t-il d'intéressant à la colline? Ah oui, on apprend que Rosita a eu une aventure avec Siddiq avant de pécho Gabriel, et que si elle vomit, ce n'est pas parce qu'elle est dégoûtée par la déclaration écourtée d'Eugène, mais bien parce qu'elle serait enceinte du docteur. Sans déconner, la caractérisation de Rosita passe donc maintenant par un quatuor amoureux. Waouh, super, vraiment un bel exercice d'écriture, je suis impressionné. Sinon, on a évidemment la petite Lydia qui manque comme une arracheuse de dents, qui joue la terrorisée et surtout qui doit puer le rat mort après avoir porté cette saloperie de masque sur la gueule H24. En théorie, elle devrait même avoir la peau dévastée et des parasites, mais bon, rien qui effraie le petit Henry, prêt à venir à la rescousse de la première psychopathe venue, du moment qu'elle lui fasse oublier Enid. Alors oui, là je sais bien, j'en rajoute un petit peu, j'ai la dent dure, mais franchement, est-ce que comme moi, vous ne trouvez pas qu'on se fout un petit peu de notre gueule? Et à chaque fois que vous voyez Henry, est-ce que vous ne pensez pas à Carl? Alors vraiment, on s'est payé la tronche de Chandler Riggs, l'interprète de Carl, puisque finalement, le rôle d'Henry est repris de celui de Carl dans les comics. En résumé, Lydia nous explique que la façon de faire des chuchoteurs représente une adaptation naturelle au nouvel environnement. De toute façon, les murs s'est dépassé, les communautés comme la colline n'auront aucun avenir. C'est clair, mieux vaut zoner recouvert de peau putréfiée et marcher à 2 à l'heure au milieu de monstres cannibales, super projet de vie. Le seul truc intelligent dans tout ça, c'est justement la tactique bad cop, good cop que Daryl applique en utilisant Henry sans qu'il le sache. Bien joué Daryl, on retrouve enfin un petit peu de la ruse de ce personnage qui était surtout écrit avec les pieds, même avec le pied gauche, notamment en saison 8. Toujours du côté de Daryl, l'épisode nous sert aussi un teasing de plus sur le fameux secret qui l'unit à Michonne et qui explique très certainement leur cicatrice en commun. Alors reste à savoir si tous les deux ils se sont fait attaquer par une poule géante avec des pattes en forme de X, ou alors s'il y a eu un transfert d'organes entre les deux, j'en sais rien, on le découvrira dans un prochain flashback. On a aussi un dialogue bien bizarre entre Michonne et Aaron, quand ce dernier reconnaît qu'elle avait raison que l'isolation d'Alexandria était la bonne voie pour la sécurité de chacun, et que les communautés n'ont plus vraiment besoin les unes des autres. Si je qualifie ce dialogue de bizarre, c'est parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre la logique du raisonnement d'Aaron, en quoi la mort de Jésus, aux mains d'adversaires complètement imprévisibles, aurait pu être évitée par une isolation totale des communautés. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer en commentaire. Que dire de plus que l'enterrement de Jésus n'était franchement pas très émouvant, et au fait, si le bébé de Rosita était en réalité une réincarnation de Jésus et qu'il sache faire du kung-fu dès sa naissance, ce serait vraiment pas mal ça. Bon, plus sérieusement, ce qui ressort de tout ça, c'est un rôle accru pour Daryl, qui semble avoir été nommé officieusement comme le second de Tara par Michonne. On sent également qu'il a conscience de son devoir auprès d'Henry, que Carol lui a plus ou moins confié. On suppose que les prochains épisodes devraient notamment nous montrer Daryl face aux chuchoteurs, mais on peut aussi se demander si la décision prise par Michonne de rentrer le plus vite possible à Alexandria est la bonne. Alors oui, on comprend parfaitement la logique de mettre au courant le plus rapidement possible Alexandria de l'existence des chuchoteurs, mais est-ce que les routes sont suffisamment sûres dorénavant pour y aller sans une grande escorte? Et on va le découvrir. Alors bon, bien sûr, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, H2 Silex, Masque des chuchoteurs, Ding Dong, Massacre, vous connaissez l'exercice. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, eh bien, au menu, on aura Nicky Larson et sans doute Alita Battle Angel, 2 adaptations de manga, ça devrait être assez intéressant. Et un grand merci à toutes celles et tous ceux parmi vous qui me soutiennent, que ce soit sur Utip en regardant gratuitement de petites publicités ou encore avec vos dons sur Tipeee. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!